Le débrief, c'est maintenant. Nous allons revenir ensemble sur les temps forts de l'hémicycle et sur ce plateau, un face-à-face. Luc Carvounas, député socialiste et apparenté du Val-de-Marne. Sandra Motin, députée La République En Marche d'Isère. Bienvenue à tous. Alors que faut-il retenir de cette séance de questions au gouvernement? Avant d'en débattre, retrouvons Daniel Sportiello qui a suivi la séance depuis les tribunes. Quels ont été pour vous, Daniel, les temps forts? Écoutez, la question du député Meyer Habib a suscité beaucoup de réactions. Vous savez, le député des Français établis hors de France est évidemment opposé, violemment opposé au rapatriement des djihadistes français actuellement détenus en Syrie. Et lorsqu'il a accusé le gouvernement de vouloir faire entrer le loup dans la bergerie et qu'il a qualifié ces djihadistes de bombes à retardement, il a eu droit aux applaudissements nourris de Marine Le Pen et des députés du Rassemblement national. Réponse du ministre des Affaires étrangères, le gouvernement n'a qu'un impératif, la sécurité des Français. Alors prouvez-le, a répondu en criant la droite. Et lorsque le ministre a dit que la France allait étudier la question au cas par cas, il y a eu un cri qui a résonné dans l'hémicycle, c'est celui de amateur. Enfin, j'ai remarqué que les députés de l'opposition étaient de plus en plus excédés par la longueur des réponses du Premier ministre lors des questions. Le Premier ministre, vous le savez, est le seul qui ne soit pas obligé de chronométrer son temps de parole. Alors du coup, on entend fréquemment dans l'hémicycle des députés crier « ça fait plus de 5 minutes qu'il parle » et d'autres interpellent fréquemment le président de séance en lui montrant l'horloge. Mais jusqu'à présent, l'opposition sur cette question n'a pas eu de réponse. Merci Daniel pour ce débrief. On vous retrouve bien sûr mardi prochain avec votre invité à 14h50. On va justement écouter, puisque vous en parliez Daniel, une réponse du Premier ministre à une question de la députée de la majorité Fiona Lazar. Question sur l'assurance chômage à la veille de la reprise des négociations. C'est une mission très difficile que nous avons assignée aux organisations syndicales et patronales. Très difficile. C'est à elles qu'il revient de définir des moyens pour faire en sorte que notre système d'indemnisation du chômage puisse être à nouveau équilibré, puisse favoriser le retour à l'emploi et puisse favoriser la pérennité des contrats et désinciter à la précarité des contrats. La lettre de cadrage que j'ai adressée reste valable, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Lazar. Nous vivons un moment où beaucoup d'organisations syndicales et patronales aspirent à montrer le rôle essentiel qu'elles jouent dans notre vie sociale. C'est à elles de relever ce défi. Je leur fais confiance. Luc Carvounas, est-ce que vous aussi vous faites confiance aux organisations pour se mettre d'accord ou est-ce qu'il faut que le gouvernement reprenne la main? Moi, je fais toujours confiance à la démocratie sociale et au dialogue social. Mais sur l'assurance chômage, déjà un énorme regret puisque le président Emmanuel Macron a toujours dit « nous on fait et je fais ce que j'ai dit pendant ma campagne ». On a vu que pour les salariés qui viennent à démissionner, la fameuse assurance chômage qui devait couvrir toutes sortes de démissions a été énormément réduite lors du vote de la loi. Bon, premier regret entre les annonces et la réalité. Ensuite, on va en parler de l'assurance chômage, mais moi, ce que je vis au quotidien auprès des administrés de ma circonscription, c'est qu'il faut que le gouvernement, mais ça ne tient pas que de ce gouvernement-ci, aussi les précédents, renforce les effectifs de Pôle emploi. Aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a des personnes au chômage qui, en 2 ans de chômage, n'ont pas un seul contact avec Pôle emploi sur des propositions et se débrouillent toutes seules pour retrouver le chemin du travail. Après, sur l'assurance chômage, moi je suis un peu... Sur le bonus-malus, parce que finalement c'est ça qui crée là, c'est le débat problème entre patronat, le patronat syndicats. a claqué la porte, ne veut pas venir, c'est demain je crois, aux négociations. C'est aussi sur la méthode, c'est un peu étrange, on viendra peut-être à discuter du grand débat national, mais le président de la République souhaite du dialogue social et puis dans les stand-up qu'il fait ici ou là en région pendant 6-7 heures, apporte déjà les réponses du chef de l'État. C'est pas n'importe qui s'exprime. Donc aujourd'hui, moi, je souhaite qu'on réduise la précarité, notamment au travers des contrats courts et qu'on soit sur de plus en plus de CDI. D'ailleurs, je le dis. Contrats courts multipliés par 3 en 15 ans, a dit le Premier ministre. Les collectivités territoriales aujourd'hui, je ne connais pas une seule collectivité territoriale qui ne cherche pas à résorber la précarité justement sur les CDD pour faire des CDI. Donc ce qui se passe aujourd'hui dans les territoires, il faut aussi que ça se passe par branche, dans les entreprises, mais il faut surtout que le débat
puisse se faire sans, je ne vais pas parler de pression, mais sans contrainte. Encore une fois, c'est pas rien. Quand le président, le chef de l'État donne le cap, bah, ça sert à quoi de dialoguer, quoi. Alors Sandra Mandrin, on fait confiance aux syndicats, au patronat, ou on reprend la main là? On fait confiance. Je pense que c'est important. On a Parce qu'il y a une chaise vide là pour l'instant demain. Il y a une chaise, enfin, on espère que la chaise ne sera pas vide. On a encore un peu de temps pour les convaincre, mais surtout, il y a deux choses qui me semblent essentielles. D'abord, on a des chiffres du chômage qui sont bons pour 2018, bien qu'ils ne le soient pas suffisamment, et vous avez raison. Sur le cas des chômeurs de longue durée, il y a un accroissement de ce chômage de longue durée qui ne peut pas être pris en charge uniquement par des agents de Pôle emploi, puisque quand on est au chômage depuis plus de 2 ans, la réinsertion devient très compliquée. C'est pour ça qu'on a mis en place une politique spécifique d'insertion dans l'emploi pour ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi. La deuxième chose, c'est que le nombre de contrats en CDI signés en 2018, il est aussi en augmentation. C'est un bon signe, mais il reste encore trop de CDD. Et quand on est, par exemple, dans un EHPAD, on le voit souvent, pour des remplacements, on a des contrats d'1 journée à chaque fois. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que dans une branche, on puisse avoir on va dire, une espèce de quota, en quelque sorte, d'acceptabilité d'un nombre de CDD successifs, ou en tout cas d'un volume de CDD, parce que notre problème, c'est que, c'est ce qui a d'ailleurs été proposé dans la loi pour la formation professionnelle de Muriel Pénicaud, c'est pas de dire de manière uniforme à tous les employeurs c'est moins de CDD parce que c'est comme ça et c'est pour tout le monde pareil. C'est justement ce qu'on demande aux partenaires sociaux, de placer le curseur aux bons endroits en fonction des métiers. Ce que dit le Carona, c'est que le débat il est déjà un peu contraint parce que le président de la République a dit il faut un bonus-malus sur les CDD. Il y a toujours eu des lettres de cadrage dans les négociations menées par. Mais c'est ouvert quand même à d'autres propositions du patronat pour. Si on arrive au même résultat, si on arrive effectivement à limiter le nombre de CDD très courts, parce que c'est ça vraiment qui aujourd'hui gangrène le pouvoir d'achat des Français, alors oui, on peut toujours écouter les propositions de ceux qui savent, de ceux qui emploient, de ceux qui sont les organisations salariales en face, mais ce qu'on veut, c'est que le résultat soit là et qu'il y ait un véritable recul du nombre de CDD très courts dans notre économie française. Alors vous en parliez justement de ce grand débat. On va écouter à présent la réponse du Premier ministre au député Liberté et Territoire de la Meuse, Bertrand Pancher, qui s'exprimait à propos de ce grand débat national et à la veille d'un nouveau déplacement en région du président de la République. Nous connaissons actuellement. Un des objectifs de ce grand débat, et nous l'avons tous ressenti, c'est de faire en sorte que ne participent pas seulement au débat public ceux qui ont déjà l'habitude d'y participer, ceux qui ont déjà une voix dans le débat public, ceux qui savent utiliser un débat pour se faire entendre, mais bien pour que tous les concitoyens puissent pouvoir dire ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas. Et c'est la raison pour laquelle, dans chaque région, à la fin du débat, nous procéderons à un tirage au sort pour faire en sorte que sur la base de ce qui aura été dit, échangé, formulé pendant le grand débat, des Français, nos concitoyens, puissent eux aussi s'exprimer. Il nous faudra tirer, comme l'a dit le président de la République, des conséquences profondes de ce qui sera exprimé. Des conséquences profondes qui doivent être tirées, vous en attendez quoi? Non mais ça me fait sourire d'entendre le Premier ministre dire il ne faut pas qu'en gros la parole soit accaparée par ceux qui l'ont toujours. Ça fait, depuis le début du grand débat, au moins une fois par semaine, sur tous les écrans télé, pendant 7 heures sur une journée, on voit le chef de l'État qui est plutôt dans un monologue, voilà, il répond au maire. Qui fait sa campagne. Il répond aux citoyens. Mais c'est bien. Il répond aux maires dans des salles un petit peu aseptisées, préparées par les préfets. C'est bon teint, c'est sympa, c'est relayé, c'est de bonne guerre, j'ai envie de vous dire. Mais surtout, au-delà de mon persiflage que j'assume sur le sujet, c'est la question liée à la lettre de lancement du grand débat où nous invitait le président de la République à pouvoir nous poser toutes les questions, notamment sur les services publics. Moi, c'est pareil à ce qu'on vient de dire sur l'assurance chômage. Les services publics, on est dans un grand débat. Et au moment où on se parle, au Sénat, la loi Pacte est arrivée et donc le gouvernement, votre majorité, va privatiser ADP. Quand on voit ce qui s'est passé avec les concessions d'autoroutes, va privatiser la Française des Jeux. Donc il y a quand même quelques sujets, ça s'appelle un peu les bijoux de famille, où il aurait mieux valu, dans un acte de sincérité, attendre pour que l'on entende réellement la parole de nos compatriotes sur ces grandes questions. Ce grand débat, je ne sais pas sur quoi il aboutira. J'ai ma petite idée,
Dites-la nous alors. Ma petite idée, c'est que le président de la République n'ira pas à la dissolution. Je n'y crois pas un seul instant. Peut-être changera de gouvernement, mais ça lui appartient. Ça s'appelle les institutions. C'est au président de décider. Mais surtout, cherchera, au travers d'un référendum, à réussir ce qu'il ne peut plus faire depuis l'affaire Benalla, c'est-à-dire sa révision constitutionnelle des sujets sur lesquels les Français ne parlent pas du Sénat, tout sur les ronds-points. Moi, je vais vous dire, si jamais, et je vais profiter de votre antenne, Brigitte Boucher, il y a fait un référendum à choix multiples. La seule démonstration, à mes yeux, de la sincérité de la démarche par le président de la République sera retrouvée dans la première question, de poser la question aux Français, voulez-vous, oui ou non, le retour, la remise en place de l'ISF? S'il n'y a pas cette question qui a abouti avec les taxes sur les carburants. Alors que vous voulez à gauche un référendum des Gilets jaunes. Si cette question n'est pas là, mais juste allons-y, on abaisse le pouvoir du Parlement en réduisant le nombre de parlementaires, etc. etc. Écoutez, les ficelles sont tellement grosses en Macronie, ils avancent avec des chaussures de 70 que je préfère. Sauf qu'à choix multiples, on ne peut pas faire l'institutionnel et l'ISF. Alors Sandra Motin, est-ce qu'on redébat de l'ISF? Est-ce que éventuellement la question du rétablissement de l'ISF est véritablement posée? Est-ce qu'elle est véritablement sur la table? Bien sûr, les citoyens d'ailleurs s'expriment largement. Le président de la République prend toujours ses distances dans les débats, en justifiant sa mesure. Mais il a toujours dit, et depuis le début, que c'était une question qui était sur la table et de laquelle les citoyens pouvaient se saisir. Alors, je voudrais juste revenir, parce que certes, il y a ce qu'on voit, le président de la République qui répond à des élus, voire à des citoyens à la télé, mais il y a aussi 3000 débats qui ont lieu entre citoyens, sur nos territoires, partout. Il y a des milliers de contributions. Alors, 500 000 contributions, nous a dit N'oublions Emmanuel pas Vargon. Ça c'est important, parce que c'est ça la démocratie qu'on appelle, c'est ça donner la voix. C'est très vieille politique de donner des chiffres pour montrer que ça marche bien. Mais c'est ça, donner la voix aux gens, donner la voix à ceux qui n'ont pas l'habitude de succès de participation, mais il faudra qu'il y ait des choix et des conséquences profondes, a dit le Premier ministre encore cet après-midi. Mais c'est une évidence, politiquement, ce serait quelle sortie de crise pour vous? Ne pas tirer des enseignements de ce moment démocratique qu'on vit en ce moment, qui est exceptionnel, dans lequel moi je peux vous assurer que je me suis investie à 200%, et c'est un vrai moment démocratique, citoyen, mais vraiment passionnant. Il faut un référendum ou pas, alors, comme le pense Luc Arvonas? Peut-être qu'il faudra un référendum. Déjà, je pense qu'il y aura plusieurs réponses possibles. Le référendum peut être une réponse, mais des textes de loi, nous sommes législateurs en ce qui me concerne. S'il y a des choses qui reviennent de manière assez forte, je peux prendre un exemple. Sur la transition écologique, en faisant des débats, je m'aperçois que pour les citoyens, c'est vraiment un sujet hyper local. Donc tout ce qu'on peut décider en politique nationale, c'est intéressant, mais finalement, pour les citoyens, le bon niveau, le bon échelon, c'est le local. Donc donnons peut-être plus de pouvoir justement en décentralisant un certain nombre de choses qui sont possibles à faire pour la transition écologique. Je pense par exemple à quelque chose que Nicolas Hulot a arrêté, qui était les territoires à énergie positive. C'est sûrement dommage d'avoir arrêté ça, parce que je me rends compte qu'effectivement, il y avait des choses qui étaient très intéressantes, qui étaient faites par les territoires, et qu'en plus de ça, ça correspond au niveau auquel les citoyens ont envie de participer, aussi même financièrement. Donc des débats locaux. On apprend en direct que finalement le président de la République fera un débat, mais que ce débat est décalé à lundi. Finalement, il n'aura pas donc lieu demain. Le président Richard Ferrand a également dit qu'il y aurait un débat à l'Assemblée. C'est à la démocratie représentative de reprendre la main suite à ces débats citoyens, pour vous? Le président Ferrand, c'est lui qui décide, mais moi... Vous le souhaitez? Bien sûr, c'est toujours important d'avoir à l'Assemblée nationale des débats, et notamment sur le grand débat national. Mais moi, je vais vous dire une chose. J'ai le sentiment parfois, je ne dis pas que c'est votre cas, que les collègues de la majorité découvrent les vertus des assemblées citoyennes dans nos collectivités. J'ai été maire de ma commune pendant des années. Je ne connais pas un seul maire, quelle que soit son obédience politique, qui n'a pas cette pratique dans son ADN. Mais faites bien attention, parce que vous avez créé un tel appel d'air que si les réponses ne sont pas à la hauteur des espérances, il y a eu de l'espérance dans l'élection d'Emmanuel Macron, il y a aujourd'hui beaucoup de déceptions. Si les réponses ne sont pas celles qu'attendent nos compatriotes, et vous les connaissez, sur le pouvoir d'achat,
sur une fiscalité plus juste. Et c'est pour cela que je remets sur le tapis la question de l'ISF, parce que c'est une mesure au regard de tout ce qui se passe par ailleurs qui est vécue comme injuste. Et vous le savez quand vous discutez extrêmement symbolique, avec vos compatriotes. Mais pratiquement pas très intéressant. Je sais ce que... Mais il faudra remettre de la justice fiscale, de la justice sociale. Bien sûr, et ça on l'a bien entendu. Je sais très bien ce qu'est la force des symboles et comment un symbole peut faire dérailler un quinquennat. Donc je vous dis simplement, il faut que ça aboutisse à du concret. Et le concret, vous parliez de plus de décentralisation, mais excusez-moi, depuis 20 mois, toutes les politiques portées par ce gouvernement n'allaient pas dans le sens de plus et mieux de décentralisation vis-à-vis des collectivités et on est obligé de s'arrêter là. Par la suppression de la taxe d'habitation. Mais sur GEMAPI, par exemple, c'est parfaitement faux. Merci à tous les deux d'être venus débattre sur ce plateau. Sandra Motin, députée La République En Marche de l'Isère, Luc Carvounas, député socialiste et apparenté du Val-de-Marne. C'est la fin de Questions d'actualité. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi prochain pour Audition publique. Je me suis mise sur une liste syndicale en 86, donc j'avais 24 ans. Quand je voyais le manif à la télé, je regardais et puis je disais pourquoi pas moi. Certains les taxent volontiers d'éternels râleurs, mais qu'attend-on au juste des délégués syndicaux aujourd'hui dans les entreprises? Nous allons nous poser la question avec nos invités, dont le réalisateur Dominique Bouy. Droit de suite, présenté par Jean-Pierre Gracien, ce soir à 20h30. Et afin de maintenir de l'emploi dans les chantiers navals, l'État passe commande du bateau que l'on surnommera la dette flottante.